Chers amis, chers camarades, je suis au moins aussi bavard que notre ami Ivan Benedetti, et en plus, j'en ai fait mon métier. Alors, évidemment, je ne passe pas mon temps qu'en bavardage, et je vais essayer aujourd'hui d'être un peu plus constructif. Notre ami nous a parlé de la répression qui s'abat actuellement sur notre famille d'esprit. Elle peut, parfois, intimider. Si elle intimide, c'est qu'elle n'a pas été comprise. La répression de ce système est en quelque sorte l'équivalent des derniers coups de corne du gibier aux abois. Ce système ne tient plus que par sa police. Nous en avons eu la preuve il y a encore peu de temps lorsque le gouvernement, en moins d'une nuit, a décidé d'augmenter ses fonctionnaires de police, de leur jeter la pièce en quelque sorte pour garder ce qu'il pouvait leur rester de fidélité. Mais cette répression n'est pas non plus nouvelle. Et il ne nous faut surtout pas en avoir peur. Je relisais encore récemment le discours de Charles Maurras lorsque celui-ci a été admis à l'Académie française. Il disait aujourd'hui à l'Académie, hier en prison, parce que Charles Maurras avait été jeté avant-guerre en prison par le gouvernement indigne de la Troisième République. Léon Daudet fut également jeté en prison, mais fut libéré grâce à une bonne blague des camelots du roi qui, se faisant passer pour un des responsables de la police parisienne, le firent libérer. Il se réfugia en Belgique. D'autres, moins illustres et moins connus, avant-guerre même, alternèrent les séjours en prison et les heures de gloire. Cela n'a rien de nouveau qu'un système indigne utilise envers ceux qui veulent sauver la patrie des méthodes indignes. Il faut le savoir. Ce système est finalement beaucoup moins redoutable qu'il n'y paraît. Il n'est pas redoutable parce qu'il n'est en quelque sorte que la conjonction de différents intérêts privés. Mais il n'a aucun projet d'avenir, à part la survie de ses intérêts privés. Il gouverne aussi mal qu'il tente de bien se défendre, pour paraphraser Charles Maurras, mais pour autant, il n'a aucune cohérence, il n'a aucune histoire et donc aucun avenir. Lénine, qui bien sûr n'est pas des nôtres, mais qui en matière de révolution en connaissait, concédons-le lui un bout, disait que la révolution arrive quand le peuple ne veut plus et que le pouvoir ne peut plus. Ouvrons les yeux. Que peut aujourd'hui le pouvoir? Si le pouvoir pouvait quelque chose, la révolution, la révolte, la jacquerie, appelons-la comme nous voulons, des gilets jaunes, aurait cessé depuis longtemps pour la bonne et simple raison que le pouvoir aurait trouvé les solutions permettant de satisfaire tout un chacun. Ce pouvoir a beau multiplier les tentatives, a beau multiplier les remèdes, ceux-là ont toute l'efficacité d'un cautère sur une jambe de bois. Parce que ce système est perverti par sa nature même. Ce système n'est pas le système des Français de la France. Ce système, c'est, pour paraphraser encore un grand penseur, le gouvernement du peuple des électeurs, par le peuple des élus, dans l'intérêt du peuple élu. C'est le gouvernement des banquiers, le gouvernement des banksters. Et chacune des petites réformettes que tente M. Macron, en bon technocrate qu'il est, n'a d'autre but que de simplifier les rouages de ce système pour permettre à l'argent de remonter toujours des poches de ceux qui travaillent vers les poches de ceux qui abusent et profitent. Et évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Ce système ne peut donc plus. Il ne peut plus.
Il tente de réprimer, de contenir, mais on ne contient pas la colère d'un peuple quand elle va exploser. Ça n'est jamais arrivé, ça n'est pas possible. Et ce peuple ne veut plus. Ce peuple ne veut plus. Chaque jour, nous le réalisons un peu plus. Des travailleurs qui, toute la semaine, gagnent à la sueur de leur front leur maigre pitance pour pouvoir la redonner en grande partie sous taxes et impôts divers à la fin du mois ou même avant la fin du mois, au lieu de se reposer le samedi ou la nuit, vont sur les ronds-points après avoir revêtu un gilet jaune. Plus de vie de famille. Et comment peut-on avoir une vie de famille quand on ne gagne plus rien, qu'on ne peut plus rien offrir à sa famille? Plus que l'usine ou l'atelier, ou le bureau, et le rond-point ou la rue. C'est une révolution multiforme. Nous avions eu la révolution des familles. La révolution des familles, c'était la révolte de 2012-2013 contre l'immonde loi du mariage pour tous, en réalité de l'autorisation de toutes les perversions possibles et imaginables à tous les cinglés possibles et imaginables. Nous avions eu les révoltes du travail, les révoltes du pouvoir d'achat, ces jacqueries souvent corporatistes d'ailleurs, de tel ou tel corps de métier, de tel ou tel corps social français. Il nous manquait la révolte de la patrie, la révolte globale, c'est celle qui est arrivée. Maintenant, tout peut arriver. Tout ce que nous savons, c'est que ce système ne peut plus durer et qu'aucun retour en arrière ne sera possible. Reste à savoir ce qu'il adviendra de la révolte des Gilets jaunes. Sur quoi débouchera-t-elle? Ce système est un cadavre ambulant. Ce système ne peut plus. Le peuple ne veut plus. Vers où irons-nous? Et c'est là que nous, minorités nationalistes, minorités militantes, minorités activistes, inaccessibles au découragement, selon la phrase de José Antonio Primo de Rivera, avons notre rôle à jouer. C'est là que ces années de labeur, ces années de courage persistant, dans les basses eaux quant à les périodes de gloire, apporteront les moissons. À nous de prendre les choses en main, à nous de forcer l'histoire. C'est le moment ou jamais. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous remercie de tous être venus assister aux conférences qui sont données autour de notre ami Yvan Benedetti, directeur du journal Jeune Nation, et bien entendu de Pierre Sidos, notre chef historique et modèle à tous. Yvan fait face à la répression. Comme avocat, j'ai eu souvent l'occasion de me lever dans les prétoires de France et de Navarre en robe pour, j'allais dire le défendre, mais plus peut-être porter sa parole. Encore que quelquefois je le voyais enragé de m'entendre trop dire de droit et pas soutenir comme il le fait si bien la cause. Le 7 mai, à 16 h, dans la salle des 24 colonnes à Lyon, Yvan comparaîtra. Il comparaîtra sur son appel de la décision du tribunal correctionnel de Lyon de le condamner à une peine relativement importante de jour amende pour avoir maintenu, contre vents et tarés, le drapeau de l'œuvre française il comparaîtra pour avoir témoigné sa fidélité au nationalisme. Je vous demande de venir le soutenir. Il doit comparaître encore pour une autre affaire à Paris, peut-être plus anecdotique mais révélatrice, l'affaire Laguiole. Savez-vous ce qu'est l'affaire Laguiole? J'allais dire un martien, un extraterrestre. Non, pardon, un judéo-japonais. Si, ça existe. Avait racheté la marque Laguiole. Et, histoire d'économiser quelques centimes, il faisait fabriquer au Pakistan par quelques enfants indiens forcés, dans quelques caves obscures, de magnifiques couteaux Laguiole frappés de célèbres volatiles insectes de la marque. C'était autant des couteaux Laguiole quant au mode de fabrication que je suis druide Patagon.
une mauvaise plaisanterie de qualifier cette œuvre du fin fond du Pakistan de couteau la gueule. Mais il avait la marque déposée. Et lorsque, dans la ville de La Guiole, un artisan local avait le malheur de faire un couteau, un vrai La Guiole, et d'y apposer la marque, les foudres judiciaires pour violation d'une marque déposée lui tombaient dessus. Alors, pour notre ami, heureusement, La Guiole a finalement gagné, et ce monsieur ne peut plus fabriquer de La Guiole d'importation pakistanaise. Ou du moins, tout le monde peut en refabriquer. Mais néanmoins, les poursuites pour diffamation continuent, puisque notre ami dans Jeune Nation avait parrainé un article qui disait tout le bien que nous pensions de ces méthodes d'accaparement des traditions françaises par une mafia internationale à peu près indéfinie. Enfin si, trop définie pour rester indéfinie, si vous voyez ce que je veux dire. Et avait critiqué la façon dont celle-ci s'approprie notre patrimoine pour le brader et le contrefaire. Il reste également un autre procès qui est devant la Cour européenne des droits de l'homme, celui de la dissolution de l'œuvre française. L'agenda judiciaire est chargé, la répression continue, mais nous ne baisserons pas pour autant les bras. Après le 7 mai, il y aura le 11 mai, la fête nationale de Sainte-Jeanne d'Arc, et comme toujours, c'est au terme de jours et de mois de prison que nous imposerons systématiquement à ce pouvoir décadent notre volonté, notre foi, notre avenir, et que nous rétablirons la France, parce que la France, comme cela a été écrit dans une plaquette de l'œuvre française des années 1980-1983 je crois, et comme l'avait écrit Pierre Sidos, c'est un visage, pas un masque de carnaval, un territoire, pas un terrain de camping, un drapeau, pas un pavillon de complaisance. Et ce territoire, ce visage, ce drapeau, qu'ils le veuillent ou non, nous les défendrons, nous les imposerons, nous les rétablirons. Je vous remercie.